dans le cadre de l'exposition À quoi bon lire, L'heure joyeuse, la première bibliothèque pour la jeunesse en France fête ses 100 ans, ce colloque part du contexte de création de L'heure joyeuse au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce que le programme de cette première matinée nous permettra d'approfondir. Nous avons construit ce programme en partenariat entre le Fonds patrimonial L'heure joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan, au sein du réseau des bibliothèques de la ville de Paris, et avec le soutien de Bibliocité, notre opérateur culturel, et l'Université Sorbonne Paris-Nord, comme Marie vient de le dire, et notamment Médialecte et Livre au Trésor, avec le soutien de la Frelos. Que nos différentes tutelles et institutions en soient ici remerciées, et ainsi que tous les intervenants de ces 2 jours, que je remercie particulièrement, et avec des remerciements particuliers pour Mathilde et Louis, qui nous ont vraiment accompagnés sur cette préparation, et un petit merci spécial à Claudie Guérin qui nous a aidés en dernière minute sur de la traduction. Nous avons initialement souhaité donner la parole pour cette introduction à des figures d'écrivains contemporains pour la jeunesse, pour leur parcours d'écriture et la diffusion de leur œuvre en de multiples langues, mais aussi leurs activités d'enseignement de l'allemand pour Jean-Claude Morleva et de traduction de l'hébreu pour Valérie Zenati. Ces 2 voix nous semblaient pertinentes pour initier notre réflexion collective durant ces 2 jours. Nous avions également pensé à l'historienne Manon Pignot, co-commissaire d'une exposition que je vous recommande mais qui se termine samedi, qui a lieu à la Contemporaine, Enfants en guerre, guerre à l'enfance, de 1914 à nos jours. Ces réflexions nous ont également été fort utiles pour notre réflexion, mais en raison de contraintes d'agenda, aucun des 3 n'a malheureusement pu être présent ce matin, et il nous revient donc d'ouvrir collectivement cette première journée, organisée suivant un découpage assez classique, c'est-à-dire chronologique, de la Première Guerre mondiale à nos jours, en croisant des approches et des actions institutionnelles, celles des bibliothèques aidées par les grands penseurs de leur temps, mais aussi les idées diffusées dans les livres pour enfants eux-mêmes, en nous intéressant donc également aux auteurs, aux collections, aux éditeurs, des corpus au service de l'utopie pacifiste défendue au sortir du premier conflit mondial. Notre fil rouge pour ces 2 jours est donc, vous l'avez compris, d'étudier en quoi, à partir de L'heure joyeuse, institutions, penseurs, éditeurs, critiques, écrivains pour la jeunesse, se mobilisent et utilisent le livre pour faire connaître et progresser l'idée d'une paix mondiale, partant du postulat que si l'enfant apprend à connaître l'autre, au-delà de ses frontières, grâce à la littérature, aux traductions, aux échanges, il aura sans doute moins envie de lui déclarer la guerre. Comme Marie l'a déjà dit, ça n'est pas encore complètement gagné, mais voilà, on a vraiment choisi de mettre en avant cette citation de Miss Griffiths pour introduire cette journée. Et donc, juste avant la petite citation que Marie vous disait, il y a un petit passage qui nous semble intéressant, surtout vu le contexte international. Il y a 6 ans aujourd'hui, le 12 novembre 1918, donc elle dit ça le jour de l'inauguration de L'heure joyeuse, les membres du comité se réunissaient à New York pour contribuer, si cela leur était possible, à l'œuvre éducative de reconstruction dans les pays alliés. Tous les membres désiraient ardemment présenter aux enfants de France, en mémoire de leur courage pendant la guerre, un don qui les aiderait à s'adapter aux conditions nouvelles de vie et qui serait pour eux et pour toujours une source de joie. Le nom choisi d'Heure joyeuse traduit l'esprit de ce don et les intentions du donateur. La bibliothèque pour enfants éveille le meilleur de la curiosité des enfants envers les auteurs. Une littérature mondiale pour la jeunesse se développera qui contribuera à une meilleure compréhension et entente au niveau international. Merci Hélène. Donc c'est une histoire qui nous ramène à un peu plus d'un siècle, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut se reporter justement à la Première Guerre mondiale et du côté des États-Unis, où le Book Committee of the Militia of Mercy, qui a été créé en février 1917 à New York, donc ce Book Committee aidait les familles de soldats grâce à la vente d'un ouvrage qui était intitulé Defenders of Democracy. Donc tout un programme qui résonne évidemment de façon très actuelle, malheureusement. À la fin de la guerre, les bénéfices de la vente de cet ouvrage devaient servir à financer un projet d'ordre éducatif, et ce comité va choisir d'ouvrir des bibliothèques entièrement consacrées aux enfants, et ce comité va prendre le nom dès le 12 novembre 1918, donc le lendemain du 12 novembre. Dès le 12 novembre 1918, il devient le Book Committee on Children's Libraries,
sous la présidence de Madame Griffiths qu'on vient de citer. Donc c'est cette histoire que nous allons aussi rappeler dans ce colloque, en commençant par une autre heure joyeuse, l'heure joyeuse de Bruxelles, dont Monique Malfedouen va nous reparler en fin de matinée aujourd'hui. Cette heure joyeuse de Bruxelles est inaugurée le 24 septembre 1920 et ensuite celle de Paris que vous connaissez, je pense, celle donc le 12 novembre 1924, dont nous fêtons donc le centenaire. Différents comités américains et institutions, dont l'American Library in Paris, ont œuvré pour la promotion de la lecture publique en France au sortir de la Première Guerre mondiale, et c'est ce travail qui fera l'objet de la première intervention de ce colloque de cette matinée. Donc ces différents comités ont en commun de se sentir investis d'une responsabilité morale, c'est-à-dire que, alors que l'environnement culturel de l'enfant a été totalement mobilisé durant le conflit à des fins patriotiques et bellicistes, la création de la Société des Nations, la SDN, apporte à tous l'espoir d'un avenir pacifiste. Et l'enfant doit désormais être éduqué dans cet esprit pacifiste, et le livre est considéré comme un instrument privilégié de cet nouvel apprentissage de la paix. Quelques figures se dégagent, comme celle de l'autrice et réalisatrice américaine Madeleine Brandeis, qui est récipiendaire d'un prix de la Société des Nations en faveur de la paix mondiale, et qui s'en empare pour sa série Children of All Lands, ce dont Laurence Tuggen nous parlera en fin de journée. La bibliothèque pour enfants apparaît donc comme le moyen d'offrir des livres au plus grand nombre pour construire un avenir tourné vers la paix. Cette idée amène ensuite à la création d'un bureau international d'éducation à Genève, et nous y reviendrons juste après la pause en milieu de matinée. Aidé par les bibliothécaires, les pédagogues de différents pays, donc ce bureau international d'éducation, le BIE à Genève, lance des enquêtes sur les moyens à mettre en œuvre et s'efforce de susciter une multiplication des traductions. Par ailleurs, toute une production de romans des années 1930 aux années 1970, beaucoup de romans donc, mettent en exergue des notions de solidarité, d'amitié entre les peuples, ce qui se traduit jusque dans les titres des collections, Bibliothèque de l'amitié chez Rajo, Bibliothèque internationale chez Nathan, et Soisy Chouin nous en présentera un panorama. Alors, comme on le sait, évidemment, ce courant utopiste et pacifiste suscité par la Première Guerre mondiale n'a pourtant pas suffi à garantir la paix en Europe, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, les Américains se mobilisent à nouveau lors du second conflit mondial, mais cette fois-ci à l'initiative de jeunes de Bridgeport dans le Connecticut, qui envoient aux jeunes Français de l'heure joyeuse de Versailles une malle de livres dont Caroline Moine nous racontera l'histoire en début d'après-midi. Et enfin, aussi dans ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale, nous parlerons de la Bibliothèque internationale pour enfants de Munich, qui naît vraiment du deuxième conflit mondial, avec les mêmes idées fortes que celles de l'heure joyeuse, idées qui sont incarnées en grande partie par Yella Lepman, qui est donc la créatrice de la Bibliothèque internationale de Munich, dont nous parlera Christiane Rabe, qui est l'actuelle directrice de ce prestigieux établissement, qui n'est pas là parmi nous, mais qui nous a fait le plaisir d'enregistrer en fait une vidéo qu'on pourra vous diffuser à sa place. Alors moi je vais vous présenter la deuxième journée. Juste une précision, dans les comités américains du début, en fait on va commencer avec Valérie Lagier et le comité aux régions dévastées, mais je n'en dis rien de plus donc avec l'American Library in Paris. Alors en 24, on a déjà parlé de ce souhait, de cette création finalement sur des idées un peu, franchement utopistes, mais il y avait aussi l'idée de servir une population qui, en tout cas en ce qui concerne Paris, au centre de Paris, au quartier latin qui a bien changé, était un lieu de mixité sociale et aussi un lieu où il y avait énormément de petits étrangers. Et Paul Hazard, qui avait écrit des livres des enfants des hommes en 1932, qui était professeur au Collège de France, le rappelle: le jour où votre promenade vous mènera vers le vieux quartier qui entoure Saint-Séverin, allez voir la bibliothèque que des Américains ont organisée pour les petits Français et pour les étrangers qui habitent ces parages. Orientaux, Russes, Polonais, à peu près toutes les nations sont représentées dans ce fouillis de maisons lépreuses, dont ces ruelles qui évoquent le temps où Villon y hantait bouges et cabarets.
Donc cet esprit d'ouverture, cette curiosité envers l'autre, est inscrit dans l'ADN du projet de l'Heure Joyeuse, mais va être aussi inscrit dans l'ADN de nombreux établissements qui par la suite vont intégrer cette mission d'ouverture sur le monde. Donc on aura une intervention de la joie par les livres qui ouvre en 1965 à Clamart, en banlieue, donc dans une cité populaire, et qui aura à cœur d'avoir aussi bien des livres en version originale, il y aura des visiteurs du monde entier, un travail des auteurs et des illustrateurs du monde entier, voilà, mais ils en parleront demain. Dans le même temps, de nombreuses collections, maisons d'édition, prix jeunesse se mettent en place et ouvrent leurs portes à des auteurs étrangers en traduction. Donc Sophie Heywood étudiera les mécanismes de la book diplomatie à l'œuvre en plein cœur de la guerre froide, tandis que Mathilde Lévesque nous proposera un focus sur la Bibliothèque internationale, donc chez Nathan, créée par Isabelle Jean. Ensuite, la parole sera donnée à Sandrine Mini, éditrice donc chez Syros, et qui nous présentera de son côté la politique d'ouverture culturelle qui a été à l'origine aussi de la création de cette maison d'édition. Enfin, la dernière après-midi sera consacrée aux enjeux contemporains dans notre monde actuel, empli de tensions internationales. Nous creuserons davantage nos questionnements autour des politiques de traduction, avec l'exemple de la maison Rageot, représentée par sa directrice Muriel Couélan, et des travaux universitaires menés notamment par Dorothée Cailleux. Côté bibliothèque, le Centre national pour la jeunesse, donc, qui est à la Bibliothèque nationale de France, avec Romain Gaillard, son directeur, et Émilie Bétéga et Anne-Smith Chaignan du secteur international, témoigneront des actions possibles au niveau international aujourd'hui, au niveau d'IBI et de l'IFLA, tandis que Jérémy Lachal nous présentera les actions de Bibliothèques sans frontières en direction des jeunes. Et pour terminer, Morgane Vasta et Gilles Busco clôtureront ces échanges autour de la question des prix internationaux en littérature de jeunesse, grâce à leur expérience de juré, expérience actuelle, une conversation animée par Mathilde. Voilà. On va démarrer la première matinée, donc je vais demander à Valérie, Abigail et Maïane de nous rejoindre. Alors moi je vais vous parler en fait d'une histoire assez particulière qui est celle de l'Aisne en fait pendant la Première Guerre mondiale. Sachez que l'Aisne est le département le plus détruit de la Première Guerre mondiale, ce qu'on ignore parce qu'on parle toujours de Verdun, on parle toujours de la Somme, on oublie qu'en fait l'Aisne a été le terrain de 3 batailles, d'une occupation allemande pendant 3 ans, et que c'est un territoire qui a extrêmement souffert de la Première Guerre mondiale. Alors dans ce contexte de ruine, on va quand même créer des bibliothèques. Donc en fait, des bibliothèques américaines. Donc en fait, ces bibliothèques naissent de la volonté de 2 femmes. Donc Anne Morgan, qui est très connue pour être la plus jeune fille de JP Morgan, le plus riche banquier des États-Unis, mais c'est une femme rebelle qui ne veut pas rester dans son milieu une potiche que l'on épouse pour son fric. Elle décide qu'elle va en fait, utiliser son milieu et les antennes qu'elle peut obtenir par ce milieu pour soutenir les femmes, la cause des femmes déjà aux États-Unis, mais en France aussi, puisqu'elle va créer avec Anne Murray Dyke, qui est donc une Écossaise qui est devenue américaine par mariage, qui est une femme qui aussi s'engage dans la philanthropie. Elles vont essayer de finalement aider les populations civiles de manière assez discrète, même si elles utilisent à l'époque la presse, tous les moyens possibles et imaginables pour collecter de l'argent au profit des régions sinistrées de l'Aisne. Alors pas toute l'Aisne, uniquement le Soissonnais. Ces 2 femmes créent une organisation qui s'appelle l'AFFW Section Civile, tout simplement parce qu'il existait une énorme organisation féminine américaine de philanthropie pendant la Première Guerre mondiale qui collectait de l'argent pour les blessés français et les hôpitaux. Et au sein de cette organisation, elle crée une petite cellule pour les civils au moment où les Allemands se retirent en mars 17, puisque vous savez que les Allemands se retirent le long de la ligne Hindenburg et qu'un territoire en fait est reconquis par l'armée française. Et ce territoire, en fait, elles vont exercer dans ce territoire une aide humanitaire tout à fait particulière. Et cette organisation va s'appeler ensuite le Comité américain pour les régions dévastées, qui est un nom un peu plus connu, à partir de mars 18. Alors, où est-ce qu'elle s'installe? Dans le château de Blérancourt, qui est totalement en ruine, qui est un château 17e qui a été évidemment en partie détruit par la Révolution, qui a été achevé par la Première Guerre mondiale. Voilà à quoi il ressemble en 19, mais pas en 17, parce qu'en 17, il y avait encore un bâtiment qui était encore debout.
Alors voilà à quoi ressemble l'Aisne dévastée et les enfants dans l'Aisne dévastée, c'est-à-dire qu'on vit dans les ruines de sa maison. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de route, il n'y a plus de chemin de fer, il n'y a plus rien. Les arbres ont été coupés parce qu'on coupe les arbres fruitiers de manière à ce qu'ils ne puissent plus donner quoi que ce soit. Donc les Allemands, en se retirant, ont créé un vaste champ de ruines qui avait déjà été créé par les combats, mais simplement ils ont fait sauter tout ce qui est resté. Ils ont fait sauter le château de Coucy avec 26 tonnes d'explosifs, ce qui n'avait pas un objectif militaire. Ils ont coupé tous les arbres fruitiers. Et en plus, on est dans un terrain où il y a encore des obus, des corps, donc on est dans un territoire complètement dévasté. Alors, 841 communes de l'Aisne, 139 complètement rasées et 469 détruites à plus de 50%. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble. Donc voilà le secours d'urgence qui est mis en place par Anne Morgan et les 8 premières volontaires en 17. Mais ce secours d'urgence, qui est évidemment le premier objectif, c'est de sauver les gens, de les aider à rester, leur donner à manger, leur donner de quoi se vêtir, se chauffer. Mais surtout, on va très vite penser qu'ils n'ont pas besoin que de ça. C'est-à-dire qu'à ce secours de première nécessité, on ajoute très rapidement, finalement, une aide morale et une reconstruction morale. Alors le goût de la lecture arrive très vite, puisque en mars 18, donc quand les Allemands reviennent, des familles en fait, qui ont été aidées par les Américaines demandent aux Américaines de prendre leurs enfants, ce qui est une chose qu'on imagine assez mal. C'est-à-dire vous vous retrouvez sur les routes une deuxième fois, parce que ces gens ont été évacués une première fois, une deuxième fois, et les parents se disent « moi je ne peux pas amener mes enfants sur les routes avec les bombes qui tombent, donc est-ce que vous pouvez prendre nos enfants ?» Et ils prennent les enfants qui leur ont été confiés par ces familles et ils les déplacent dans une colonie, alors à plusieurs endroits, à un moment donné à Coyolles et à un moment donné, ils les déménagent dans l'Eure-et-Loire, à Boulay-Thierry, dans un château. Et dès le départ, ces enfants ne sont pas des orphelins, ce sont des enfants qui ont des parents, mais des parents qui sont, le père est à la guerre et la mère est sur les routes, exilée dans une autre région. Et donc ces enfants, en fait, on va collecter de l'argent aux États-Unis pour les aider. Et une des choses que l'on fait, c'est qu'on va envoyer depuis la New York Public Library une centaine d'ouvrages pour qu'on puisse créer une mini-bibliothèque dans la colonie de Boulay-Thierry. Donc vous avez ici Margaret Parson, qui est une des volontaires américaines, qui en 1918, donc là on est avant la fin de la guerre, organise des séances de lecture avec les enfants de ces livres qui sont envoyés par la New York Public Library. Alors ce sont les prémices parce qu'après la guerre, donc cette organisation qui va compter jusqu'à... En tout, il y aura 625 personnes qui vont travailler dans cette organisation, qui ne sont que des femmes, femmes chauffeuses, femmes médecins, infirmières, dentistes et travailleuses sociales qui sont toutes, en fait, ne sont pas toutes américaines, il y a 325 américaines et puis il y a des françaises et il y a des anglaises. En fait, parmi elles, donc Anne Morgan fait venir depuis la New York Public Library Jessie Carson, qui est donc responsable des sections enfantines à la New York Public Library, et Jessie Carson va organiser en fait dans des baraquements en pleine après-guerre, on va dire, des bibliothèques de lecture publique que l'on ne connaissait pas, en tout cas pas dans l'Aisne et pas beaucoup en France, dans les villages, pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture. On a d'autres bibliothécaires américaines qui viennent, comme Alice Keats O'Connor, qui travaillait aussi à la New York Public Library. Et on organise donc dans les 5 centres du CARD, puisque le CARD va finalement toucher 127 communes du sud de l'Aisne, en fait de Soissonnais, avec 5 centres qui vont rayonner sur des villages autour. Donc vous avez Blérancourt, vous avez Coucy-le-Château, Anizy-le-Château, Vic-sur-Aisne et Soissons. Et à partir de là, en fait, on va créer dans chaque centre des services, dont les bibliothèques. Donc on va créer 5 bibliothèques, 4 qui étaient dans les baraquements et une qui était en dur, celle de Blérancourt, les autres sont des baraquements, au milieu des ruines. Donc vous avez ici par exemple celle de Coucy, vous voyez l'intérieur. Alors la particularité c'est que vous voyez bien que ce sont des baraquements, on est dans du bois, mais surtout c'est le mobilier qui a été créé en fait spécifiquement pour ces bibliothèques. Et vous allez voir exactement où elle est située, au pied du château de Coucy, qui a été donc complètement éventré par les 26 tonnes d'explosifs des Allemands. Donc vous avez ce petit bâtiment qui est une bibliothèque, un lieu de rencontre, parce qu'il y en a dans chaque centre. Et en fait, ça devient aussi un lieu de vie sociale, tout simplement parce que les gens vivent dans les ruines de leur maison et qu'il n'y a pas d'espace pour se recevoir, qu'on a très peu de moyens de se chauffer, et que la bibliothèque, ça reste un lieu tel qu'elles l'ont voulu, qui est un lieu chauffé, avec des décorations au mur, avec des fleurs sur la table, et qui est un lieu de rencontre pour la population, en plus d'un lieu de culture. Donc dans ces bibliothèques, ici vous avez celle d'Anizy-le-Château, on a créé un mobilier spécifique, dessiné par Jessie Carson,
Et ce mobilier, en fait, que nous avons toujours à Blérancourt, puisque nous avons le mobilier de la bibliothèque de Vic-sur-Aisne, ce mobilier a été fait à la taille des enfants, c'est-à-dire il y a des chaises pour adultes, mais il y a aussi des chaises pour les enfants de différents âges, des bibliothèques, donc des mobiliers bibliothèques qui sont aussi à la taille des enfants, des tables à la taille des enfants. Et on a en fait un principe qui est que chacun peut trouver dans la bibliothèque ce qu'il cherche. Alors, pas seulement les enfants, la spécificité, puisqu'on parle aujourd'hui des bibliothèques pour enfants, c'est qu'il y a une section enfantine, mais on a aussi des livres sur tous les sujets, et les gens ont manqué de culture pendant toute la durée de la guerre, et donc sont avides de venir récupérer des romans, des livres sur l'agriculture. Et on a énormément de photographies en fait de ces bibliothèques, tout simplement parce que le comité américain, pour collecter de l'argent aux États-Unis, avait besoin de faire connaître les conditions dans lesquelles vivaient les gens, puisque depuis les États-Unis, mais même depuis le reste de la France, imaginer dans quelles conditions vivaient les gens, c'était impossible. Donc elles ont fait des films, on a 24 films en fait du comité américain, on a 4000 photos qui montrent en fait à la fois l'action menée, mais aussi les gens et dans quelles conditions vivaient les gens. Donc là vous avez ici beaucoup de photos d'enfants qui consultent la bibliothèque, parce que cette bibliothèque est en accès libre, donc on peut venir rester pendant des heures à lire les livres qui sont en accès libre. On peut aussi les emprunter puisqu'il y a un système de prêt et que donc on a des livres pour enfants. Donc on a par exemple ici, parce que nous avons conservé les livres de la bibliothèque de Blérancourt, on a un très beau Jeanne d'Arc de Boutet de Monvel, on a aussi donc de la littérature évidemment française, mais aussi de la littérature américaine qu'on fait connaître aux enfants. Et on a conservé donc ces livres pour la bibliothèque de Blérancourt. Et vous avez à Soissons un magnifique fonds en fait, de la bibliothèque de Soissons qui est conservé aujourd'hui, qui a été inventorié et qui est extrêmement intéressant. Alors, on a une politique d'acquisition tout à fait moderne pour l'époque, avec évidemment des classifications, la classification Dewey, qui est évidemment automatiquement utilisée dans ces bibliothèques. Donc, on sait qu'en France, elle était commencé à se mettre en place, mais très très lentement. Donc ici, on a vraiment une bibliothèque organisée pour tous les lecteurs. Et on a évidemment une politique de gestion moderne avec la manière d'utiliser les petites fiches au dos qu'on a connues quand on était enfant. Donc ça, on a toujours les livres avec les fiches derrière, les fiches d'emprunt. Et on a aussi donc l'heure du conte, puisqu'on organise pour les enfants qui ne lisent pas des moments de lecture de contes, où on raconte aussi. Il y a donc Mary Shedlock, qui était une Anglaise, qui était dans le comité américain, qui était connue pour ça, pour être une conteuse, et qui a donc mis en place des moments de conte pour les enfants, dans des enfants qui étaient dans des conditions très difficiles. Une des grandes innovations aussi du comité américain, c'est la question des bibliobus. Alors ça n'est pas un vrai bibliobus au sens où le véhicule n'est pas un véhicule qui a été dessiné pour ça, mais c'est un véhicule du comité américain, donc c'est une forme dans laquelle on transportait une armoire qui était livrée dans un village, et on a desservi comme ça près de 50 communes en fait, qui étaient desservies depuis les bibliothèques de centre, c'est-à-dire les 5 bibliothèques centrales, ça c'est celle de Vic, et on desservait en fait avec ces bibliothèques roulantes différentes communes qui étaient éloignées en fait du savoir, éloignées de la culture. Et elles étaient réceptionnées soit par l'instituteur, soit par le maire, et chaque semaine on venait prendre livraison de la bibliothèque, on va dire de l'armoire, on la remplissait des demandes, et on renvoyait en fait cette armoire par le biais des camions sur les routes, qui étaient donc très difficiles, puisque à l'époque très peu de gens avaient des véhicules, pendant la guerre encore moins, mais après la guerre les routes se remettent progressivement en place, et surtout il y a très peu de véhicules qui circulent. Alors pour ces bibliothèques roulantes, donc qui sont l'ancêtre du bibliobus, on a aussi donc un personnel qualifié, un personnel qui vient des États-Unis, mais très vite on embauche des aides bibliothécaires françaises, et deux d'entre elles, Alice Pontillier et Victorine Vérine, vont rester dans l'Aisne après, et Josiane de la Carte aussi, qui est à Blérancourt, vont être formées d'abord comme aides bibliothécaires auprès de ces bibliothécaires américaines. Elles vont ensuite continuer l'action de ces Américaines en gérant les bibliothèques de Blérancourt, de Vic et de Soissons. Et la bibliothécaire de Soissons, Victorine Vérine, va créer et déposer le brevet d'un vrai bibliobus dans les années 30, dont on a beaucoup de photos d'ailleurs, qui est un vrai véhicule dessiné pour ça, qui va se balader dans les différents villages qui n'étaient pas desservis, et qui va ouvrir ses portes. Alors c'est vraiment dessiné pour ça, et pas simplement un camion qui transporte une armoire. Donc ces bibliothécaires américaines donc, vont montrer aussi à ces femmes françaises qu'un métier de bibliothécaire existe, qu'on peut être payé pour ça, et que le comité américain va favoriser l'emploi de Françaises qui vont prendre la suite après leur départ, parce qu'elles partent en 1924, et qui vont continuer en fait l'action du comité américain. Alors la dernière des grandes bibliothèques qui va être inaugurée, c'est celle de Soissons.
Donc c'est un grand baraquement, comme vous pouvez voir, qui est très moderne. Vous avez des fleurs aux fenêtres, c'est très éclairé. Ce sont des lieux qui sont tout à fait agréables à l'intérieur. Et à cette inauguration, on va y voir effectivement du beau monde, puisqu'il y aura Eugène Morel, dirigeant de la Bibliothèque nationale, et Ernest Coyec, qui dirigeait les bibliothèques de la ville de Paris. Et quand ils voient cette bibliothèque de Soissons, ils disent « La bibliothèque moderne que nous attendons tous, elle existe ici à Soissons ». Donc ce modèle-là, nous voulons le faire connaître à Paris, et c'est comme ça que naît l'idée de la création de la bibliothèque Fessard. La bibliothèque Fessard, en 1922, en fait, est en conjonction de deux volontés, celle du comité américain et celle de la ville de Paris. Donc on donne un terrain en fait au comité américain, un baraquement est construit. À l'intérieur de ce baraquement, en fait, on a exactement le même type de bibliothèque qu'on avait dans l'Aisne, et c'est la première bibliothèque du modèle en fait de lecture publique que nous connaissons vraiment, qui est né à Paris de la volonté en fait commune des autorités françaises et de ces américaines. Alors cette bibliothèque Fessard, elle embauche évidemment. Alors vous avez le même type de mobilier. On a donc des bibliothécaires françaises qui vont être embauchées, et puis très vite on débouche sur l'idée qu'il faut former en fait au métier de bibliothécaire de lecture publique, et donc il y a une coopération qui se crée entre le comité américain pour les régions dévastées et l'American Library en 1923 pour mettre en place une formation qui va permettre de pérenniser en fait des emplois pour des femmes qui souhaitent devenir bibliothécaires. Donc j'espère n'avoir pas été trop longue et que je peux passer la parole à mes collègues de l'American Library. Oui. Juste une précision, je vous conseille vraiment d'aller visiter le musée de Blérancourt, qui est le musée des amitiés franco-américaines. Son prénom, c'est le musée franco-américain du château de Blérancourt, qui est un musée national, en fait, au milieu de nulle part, qui est dans un tout petit village de 1200 habitants, Blérancourt, entre Noyon et Soissons. Pas accessible par les transports en commun, mais il faut venir en voiture. Mais c'est un musée qui a été créé par Anne Morgan et Anne Meredach pour pérenniser l'idée que, en fait, nos pays sont amis. S'il y a eu des volontaires américaines en France, et des Américains aussi en France pendant la Première Guerre mondiale, c'est en mémoire de Lafayette et de Rochambeau. Et donc ce musée est construit sur cette idée que les Américains n'ont jamais oublié que la France les a aidés dans leur guerre d'indépendance, et qu'en retour, des volontaires américains sont venus en France alors que leur pays n'était pas en guerre pour aider les Français, et que cette idée de notre amitié doit être pérennisée par un lieu qui, en l'occurrence, est Blérancourt. Voilà. Et donc c'est un musée aussi bien d'art que d'histoire. Et vous pourrez regarder aussi sur le site, parce qu'il y a énormément de ressources, y compris des films qu'on peut voir, et franchement, ça vaut vraiment la visite, même virtuelle. Il y a un film sur les bibliothèques que j'ai amené, mais que je n'aurai pas le temps de vous présenter, qui a été fait par le comité américain, et dans lequel on voit la bibliothèque Fessard. Alors, on va laisser les questions à la fin. Voilà. Donc, vous allez voir le lien immédiat. Valérie a parlé donc d'une action commune en fait entre le comité aux régions dévastées et l'American Library. Donc, Abigail Altman, qui est directrice adjointe donc, de l'American Library, et Mayan Wright, conférencière, chercheuse aussi dans cette institution qui est extrêmement intéressante aussi et qui mérite la visite à Paris, tout simplement, rue du Général Camus. Voilà. Donc, on avait commencé à travailler d'ailleurs avec toutes les trois pour le centenaire en fait de la bibliothèque Fessard, qui désormais s'appelle Jacqueline Dreyfus-Veil, d'une ancienne stagiaire de l'Heure Joyeuse. Tout est lié quand même dans toute cette histoire, et qui a dirigé la section jeunesse de Fessard dans les années 30, voilà, avant de mourir en déportation, etc. Mais donc on travaille déjà voilà, depuis quelques années ensemble, et même bien avant. Donc je vous laisse la parole. Depuis toujours. Ça marche? Oui. Tiens, bonjour. Super. Alors nous, on vous parlait un peu de l'esprit du modèle américain, de la bibliothèque. Alors c'est-à-dire, on va vous parler de la philosophie, l'organisation et pratique et sa mise en place à la bibliothèque américaine. Et vous allez voir des parallèles avec les bibliothèques du CARD et plus tard avec l'Heure Joyeuse. Alors, mais les principes et pratiques de la bibliothèque moderne introduits en France
par des philanthropes et des bibliothécaires américains, ont été conçus afin de faciliter le libre accès au savoir et favoriser le développement et le bien-être de l'individu, la compréhension du monde autour de soi et la coopération entre personnes de nationalités diverses, parce qu'on a considéré tout ça des éléments très importants pour reconstruire la paix et la maintenir. Mais avant de vous parler de la bibliothèque américaine, on va vous parler de Melvin Dewey, que vous connaissez. Alors, Melvin Dewey est venu à l'exposition universelle de 1900 avec une équipe de bibliothécaires pour présenter la bibliothèque moderne selon les Américains. Et alors, bien sûr, ils ont présenté le système de classification décimale Dewey, aussi des catalogues des fiches, les rayons avec libre accès aux documents, mais plus important pour les Américains, on peut changer, comment est-ce qu'on fait, voilà. Mais plus important pour les Américains, c'était de montrer un esprit vif de coopération entre les bibliothécaires américains. Et ça, c'était plus important. Et aussi de montrer qu'ils étaient bien formés, expérimentés et enthousiastes. Parce que des bibliothécaires qui avaient toutes ces qualités donnaient vie à la bibliothèque. Alors pour eux, c'était le plus important. Et pour tout cela, ils ont gagné un grand prix, un parmi 9, je crois, pour les États-Unis, ce qui est intéressant. Mais ce modèle de la bibliothèque moderne a éveillé une curiosité chez les Français et les Européens quant à la bibliothéconomie américaine. Alors, et ça a continué grâce, ça a été nourri, on peut dire, grâce aux écrits de Eugène Morel, qui militait pour la modernisation de la bibliothèque publique, mais aussi pour la professionnalisation du métier. Mais il y avait aussi une Américaine, et ça c'est intéressant, parce qu'elle était directrice d'une bibliothèque aux États-Unis. Elle a participé à l'exposition universelle. Elle s'appelait Mary Wright Plummer. Et elle a été invitée d'écrire un article mensuel pour la revue des bibliothèques. C'était la seule revue sur la bibliothéconomie en France. Elle a fait ça pendant 2 ans. Alors c'est extraordinaire. Mais après, il y a eu une pause. Il y avait la Grande Guerre et Abigail va prendre le relais. Je vais prendre les notes aussi. Voilà. Alors, vous m'entendez? C'est bien. Comme Mayan a dit, il y avait cette exposition universelle où on montrait les bibliothèques modernes américaines à un public français. Et ça, c'était juste une exposition temporaire. Donc la question, comment est-ce que ce modèle est venu s'implanter vraiment en France et devenir plus permanent et un peu plus universel. Donc il faut faire un peu marche arrière, retourner à la Grande Guerre pour connaître qu'il y avait une institution, une initiative américaine qui est montée par the American Library Association et la bibliothèque de Congrès, qui s'appelait the Library War Service. Donc c'était une des plusieurs initiatives américaines qui reconnaissaient l'importance du livre pour le bien-être, pour l'individu, pour la société, pour les soldats, et qui pensaient que la compréhension du monde autour de soi, la coopération pouvait venir des livres, comme on a déjà évoqué dans l'introduction. Il faut savoir qu'il y avait 10 millions de livres qui étaient donnés par les donateurs américains pour les soldats américains et 2,5 millions étaient envoyés en Europe. Alors, comme j'ai dit, c'était une initiative jointe entre the American Library Association et la Bibliothèque du Congrès, et ils voulaient établir des salles de lecture et les bibliothèques pour les soldats là où les soldats se trouvaient. Donc dans les transports, sur les camps d'entraînement, dans les hôpitaux. Et ils avaient plusieurs objectifs. C'était vraiment de garder le moral de ces jeunes soldats, donc de tenir bon.
fallait les aider à récupérer des traumatismes et aussi pour se préparer pour l'avenir. Donc là, on vous montre une de ces baraques. Celui-là, c'est pas une photo d'une baraque temporaire, je pense, mais beaucoup étaient des baraquements comme dans l'Aisne. Ici, on voit Alice Godard dans une bibliothèque à Dijon où il y avait un grand camp d'entraînement pour les soldats américains. Et on voit qu'on voulait créer une atmosphère chaleureuse et accueillante pour que les soldats soient un peu chez eux. Donc on voit qu'il y a des fleurs, des rideaux, des affiches, il y a un mobilier confortable, il y a la poêle et la bibliothécaire au centre. Et donc ça rappelle exactement comment étaient montées les bibliothèques de Carl. Nous, on a une centaine de photos, Valérie, elle a 4000, mais on voit les mêmes éléments qui apparaissent et on sait que c'était vraiment des valeurs et des notions très très importantes pour ces bibliothèques modernes à l'américaine. Donc ici, on voit un convalescent dans son fauteuil roulant à Brest, à peu près à la même époque, parce que quand on était dans un hôpital, on avait le droit d'avoir accès à ces livres aussi. Et ici, on a à Le Mans l'équipe des bibliothèques et je crois les soldats derrière. Donc il y avait les professionnels, des bibliothécaires américaines formées qui venaient faire partie du Library War Service pour travailler dans ces bibliothèques. Là, on voit qu'ils ont un sens d'humour, parce que quand vous voyez library avec le L apostrophe, donc malgré les horreurs de la guerre, on adore ça. Et dans ces bibliothèques, les soldats pouvaient aussi se préparer pour l'avenir. Donc, soit continuer leur éducation, ou soit se former pour un métier. Et on pouvait demander des livres. On a dans la bibliothèque de congrès, dans les archives, des petites fiches où les soldats demandaient des livres sur devenir vétérinaire ou dentiste ou tous les autres sujets ou les métiers, en espérant qu'ils survivent et puissent revenir aux États-Unis pour continuer leur vie. Donc la question c'est, on est ici avec des baraquements temporaires avec une grande collection de livres, et comment est-ce que ça a pu rester et devenir quelque chose qui existe en dur. Donc ici on a l'American Library in Paris, c'était le QG du Library War Service, qui était dans un hôtel particulier. C'était un des bibliothèques, surtout pour les officiers à Paris ou les soldats peut-être en permission à Paris, et un peu le centre avec un entrepôt où on expédiait les livres dans toutes ces bibliothèques de guerre temporaires. Après l'armistice, ce siège qui était Paris a ouvert ses portes aux civils. Et il y avait non seulement des militaires qui attendaient d'être renvoyés aux États-Unis, mais des centaines, voire des milliers de Français et d'autres civils qui sont venus profiter de cette bibliothèque au cœur de Paris. Et des enfants. Oui, plein d'enfants aussi qui sont revenus. Donc on était au cœur de Paris, dans le 8e, juste en face de l'Élysée, sur rue de l'Élysée. C'était non seulement des anglophones, des Américains ou des Britanniques qui étaient là, mais aussi des Français qui voulaient lire en anglais. Et c'était en 1918, 1920, donc c'était vraiment le premier endroit où on pouvait voir en vrai une bibliothèque moderne en action. Et la seule condition, c'était un accès facile, il n'y avait pas de formalité, et la seule condition d'admission était le désir de lire. Donc c'était vraiment ouvert à tous. Maintenant, ce n'était plus juste pour les soldats. Donc la collection initiale, c'était 25 000 livres. Il y avait 115 périodiques aussi, qu'on pouvait venir lire sur place. Et on disait que cette bibliothèque, c'était une vitrine du modèle américain. Et donc ça date d'avant l'ouverture de la bibliothèque Fessard à Belleville, qui était soutenue par Jesse Carson et Anne Morgan et Le Card. Donc c'était vraiment la première fois que les Parisiens pouvaient s'en servir d'une bibliothèque moderne, avec ce libre accès aux documents et les services fournis par des professionnels, et toujours ce cadre chaleureux et accueillant. Et on va voir quelques photos. Selon les articles de presse, cette bibliothèque moderne
émerveillé les Parisiens. C'était vraiment très différent de ce qu'on avait ici sur place à l'époque. Et je voulais vous attirer votre attention sur notre devise qu'on utilise toujours aujourd'hui. Bon, mon latin, c'est pas parfait. Atrum post bellum ex libris lux. Donc, après les ténèbres de la guerre, la lumière des livres. Et si on prononce ça avec notre accent américain, il y a le petit jeu de mots où il y a la lumière de livres. Je ne suis pas certain qu'ils ont fait ça exprès, mais nous, ça sonne comme ça pour nous. Donc, pour parler de l'organisation de cette bibliothèque maintenant publique, ouverte à tout le monde, il y a toujours les apports dans 3 domaines, comme Mayan a évoqué. Il y avait la philosophie de la bibliothèque, l'organisation de la bibliothèque et les pratiques entre les murs. Donc, pour la philosophie, la bibliothèque était fondée comme une association à but non lucratif, une association à loi 1901, et on y est toujours. Donc, on est soutenu, on est indépendant des États américains ou français, et on est soutenu par la communauté locale, ce qui veut dire qu'il y avait des abonnés et des mécènes qui donnaient l'argent pour les opérations. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, qui est très important pour nous. La bibliothèque était fondée dans un esprit d'échange, de paix, de coopération, éducation, et on avait écrit la mission. Il y avait plusieurs points. D'abord, c'était pour commémorer les soldats américains qui sont morts pour la France afin de restaurer la paix dans le monde. Et ici, on a une photo de l'ambassadeur américain Myron Herrick et avec un ministre français, M. Barthou, quand il dévoilait cette plaque en commémoration des soldats américains. On voulait aussi faire connaître la littérature des institutions et les philosophies américaines aux savants, aux étudiants et aux journalistes français, parce qu'il faut se rappeler, la collection est entièrement en anglais. Donc ça se passe en même temps que les bibliothèques de Coward ou d'autres, mais nous, la particularité, c'est que les livres sont en anglais. Et pour ça, on faisait ça parce qu'on voulait aussi complémenter les petites collections en langue anglaise qu'il y avait déjà à Paris. Il n'y avait pas énormément à Paris, en Europe, et nous, on voulait vraiment avoir un grand fonds qui était accessible à tout le monde. Alors, comme j'ai dit, la philosophie, c'était la bibliothèque était accessible et ouverte à toute la population, donc y compris les enfants. Et on voit ici un des bancs de prêt avec une adulte. C'était ouvert aux garçons et aux filles ensemble. Parce qu'à cette époque, ou même avant, dans les bibliothèques américaines, la section jeunesse était une partie intégrale. On ne pouvait pas avoir une bibliothèque de renommée sans une section jeunesse, sans qu'il y ait une salle à part, la collection adaptée à part, le mobilier qui est adapté à la taille. Et donc nous, tout de suite, même si c'était une bibliothèque de guerre pour les soldats avant, tout de suite, on a creusé déjà dans un coin et après, petit à petit, on a pu agrandir pour avoir un vrai coin pour les enfants à eux. Alors, à cette époque, il faut savoir que la bibliothèque était gratuite pour venir utiliser les livres et lire sur place, mais il fallait avoir une carte d'abonné pour emprunter des livres, et si on était un enfant, on pouvait avoir sa propre carte. On voulait faire connaître aussi, comme j'ai dit, la littérature américaine et les nouveautés. Et les éditeurs américains envoyaient les livres pour être exposés à la bibliothèque. Ils ne pouvaient pas être empruntés tout de suite. Ils étaient là, que tout le monde regarde. Et après, ils étaient dans la collection qui pouvait circuler. Mais c'était vraiment pour solliciter l'intérêt des visiteurs et des usagers dans la littérature américaine classique et contemporaine. Donc à cette époque, le rayon jeunesse, on avait peut-être 800 livres, parce qu'on a dû commencer juste avec les livres qui étaient donnés. Il faut savoir que quand il y avait la demande de livres d'être donnés pour les soldats, par les donateurs, on a reçu des livres d'enfants qui étaient inadaptés pour les soldats, mais je pense qu'on les a gardés de côté. Et après, on a pu recevoir d'autres